Bienvenue sur Carcassonne Online. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères de notre passé. Format Flash Info. Des fondations bâties sur un mensonge. Un cadavre rhabillé de force pour être condamné sur la place publique. Et une eau millénaire qui jaillit toujours au milieu des décombres. C'est un sacré programme. N'est-ce pas? Notre mission pour cette immersion, c'est d'explorer les ruines énigmatiques de l'abbaye d'Alette-les-Bains. Un monument magnifique où la pierre conserve la mémoire très sombre des hérésies, des guerres et des mystifications. Ouais, c'est un dossier historique fascinant. Parce que quand on étudie ces ruines, on lit pas juste l'histoire d'un bâtiment religieux. On lit quoi alors? On dissèque vraiment les mécanismes du pouvoir, de l'arrogance institutionnelle et, au final, de sa chute inévitable. En tant que chercheuse, je suis toujours surprise de voir comment ça commence. Justement, bien un détail qui cloche dès le départ quand on regarde les sources. Les textes officiels parlent d'une charte de fondation signée par le fameux comte Bérat en l'an 813. Mais le premier vrai abbé, un certain Benoît, apparaît dans les registres qu'en 970. Voilà. Comment on explique ce trou noir d'un siècle et demi? C'est simple, la charte de 813, c'est un faux. Attends, une contrefaçon. Exactement. Elle a été forgée de toutes pièces au XIe siècle par les moines eux-mêmes. À l'époque, l'ancienneté, ça garantissait le prestige. En s'inventant des origines caroliniennes, l'abbaye s'assurait à une légitimité artificielle. Pour contrer les seigneurs locaux qui lorgnaient sur leurs terres, j'imagine. C'est ça, c'était leur bouclier. C'est une immense campagne de relations publiques médiévales, en fait. On invente un passé prestigieux pour justifier une autorité présente. Et ça a très bien fonctionné. Mais bon, ce faux parchemin aurait pas suffi sans un autre atout matériel énorme. L'acquisition d'un fragment de la vraie croix. Ah, la fameuse relique. Ouais, posséder un tel objet, ça a attiré des foules de pèlerins. Ces pèlerins amenaient des offrandes, ce qui a généré une économie tellement puissante que le site a gagné une vraie immunité politique. Ils étaient intouchables. Intouchable en apparence, oui. Parce que toute cette richesse et ce pouvoir, ça a inévitablement attiré le sang et la folie humaine. Complètement. Moi, je suis fasciné par cet épisode macabre de 1197. L'abbé Pont-Samiel meurt en plein conflit pour le contrôle de l'abbaye. Et là, ses ennemis déterrent son cadavre. C'est tellement glauque, oui. Ils l'exhument, ils l'habillent avec ses vêtements sacerdotaux pour le juger et le condamner publiquement. Mais quel était l'intérêt légal de cette mise en scène? Pourquoi rhabiller un mort? C'était une stratégie juridique implacable. Condamner un homme à titre posthume, c'était pas juste une vengeance symbolique, c'était le seul moyen légal d'annuler rétroactivement toutes ses décisions. Ah, genre les alliances, les cessions de terre? Tout à fait. En détruisant sa légitimité par ce procès morbide, la faction rivale s'accaparait le contrôle total du monastère et de l'argent. D'accord. Donc c'était purement administratif, sous couvert de religion. Et cette volonté de contrôle absolu, elle va s'accélérer. En 1318, le lieu devient carrément un évêché. Oui, pour éradiquer la croyance cathare. Le pape élève le statut d'Alette pour y installer sa propre administration et établir un tribunal de l'Inquisition en pleine zone rebelle. Sauf que cette tour de guet institutionnelle, elle finit par s'effondrer. Pendant les guerres de religion, en 1577, les Huguenots détruisent l'édifice. De cette fureur destructrice, il reste quoi aujourd'hui? Il reste une beauté très mélancolique. Les ruines des tours Saint-Michel et Notre-Dame sont encore là. On a ce mélange frappant d'art roman et de gothique. C'est sublime. Et l'ironie, c'est que ce monument censé être éternel a été désossé. Les habitants ont utilisé l'abbaye comme une vulgaire carrière de pierre pour consolider leur rempart. La pierre sacrée qui finit en simple moellon, ce qui contraste tellement avec l'autre force de ce site, l'eau thermale. Ah oui, l'eau d'Alais. Issue de neige tombée il y a 5000 ans, exploitée depuis les Romains. Elle coule inlassablement, indifférente aux complots et aux faux documents. Et il y a même cette maison aux poutres sculptées qui a abrité Nostradamus, juste à côté. Nostradamus venait chercher cette force naturelle, oui. L'eau attire ceux qui veulent comprendre des forces qui dépassent l'ambition humaine. Ça me fait me demander si l'eau qui guérit survivra toujours aux pierres dressées par l'arrogance humaine. C'est probable. Face au tumulte de notre ère de l'information, ces ruines nous rappellent que même les bastions les plus sacrés sont éphémères, ce qui nous amène à cette pensée finale. Je t'écoute. Si un temple perçu comme totalement intouchable finit désossé pour servir de vulgaire carrière de pierre, quelle création de notre monde contemporain échappera réellement au même destin implacable? C'est une vraie question à méditer. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les mystères du passé et à très bientôt.